Bien, donc bonjour à nouveau à tous et à toutes, ceux qui se sont rejoints aussi en ligne. Donc je m'appelle Laurent Borzio, co-organise également cet événement avec Justin Massy. Donc je vous remercie de votre présence, en particulier pour aborder un thème dans la suite de ce qu'on a traité jusqu'à maintenant, qui est le soutien occidental par rapport donc aux leçons à tirer de la guerre en Ukraine, avec trois interventions. Je suivrai l'ordre prévu, donc avec intervention du professeur Justin Massy, une intervention du professeur Alexander Lanoska et une du professeur Chantal Lavallée. Et comme ça a été fait ce matin, je ne vais pas déroger à la tradition. On va faire les présentations au fur et à mesure que je céderai la parole aux uns et aux autres. On va commencer d'abord donc par Justin Massy, donc, qui est professeur titulaire de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, co-directeur du réseau d'analyse stratégique et co-directeur du Rubicon et directeur du département de sciences politiques de l'UQAM, et dont les recherches, plus précisément, portent sur les interventions militaires, la transition mondiale de la puissance, la paradiplomatie, et, dernier non des moindres, la politique étrangère et de défense du Canada, en particulier en lien avec les questions ukrainiennes. Je te laisse la parole. Merci Laurent. J'ai des chiffres, alors je vais me lever pour faire un bon professeur de moi-même et vous présenter ça sur le tableau. Et la caméra devrait suivre, donc ça devrait fonctionner. Voilà. Voilà, le titre de la présentation. Juste là, je parle de l'écran. Et après, ouais, c'est bon. Bon, tu me diras si ça fonctionne pour la caméra aussi, si elle bouge bien. Donc, le titre de la présentation un peu différent, mais c'est toujours sur l'avenir du soutien occidental. Je le nomme ici le partage du fardeau militaire en Ukraine. Et, bon, clique dessus pour que je puisse. C'est bon? Non, il faut cliquer sur l'image. Alors, le contexte de la présentation sur le partage du fardeau, l'enjeu, il est double. C'est ce sentiment aux États-Unis, on le connaît, que le partage est inégal, que les Européens devraient soutenir davantage la sécurité européenne par rapport aux États-Unis et que le fardeau est trop élevé sur les États-Unis par rapport à l'Europe. Donc, ça, c'est le grand débat qu'il y a pour présentement à Washington et où, d'ailleurs, l'issue de l'élection présidentielle et aussi au Congrès aura des instances majeures sur l'ampleur du nouveau paquet d'aide potentiel ou pas que pourraient adopter les États-Unis pour l'année 2026. Ça, c'est le premier enjeu qui textualise ceci. Mais l'autre, parallèle à ça, c'est que l'issue de la guerre en Ukraine est intimement liée justement à cette dynamique politique-là à Washington, mais aussi dans la relation plus transatlantique, c'est-à-dire dans la capacité ou non des Européens de compenser un potentiel désengagement ou appui militaire plus faible que les États-Unis pourraient donner à l'Ukraine à partir de l'an prochain. Donc, c'est dans le contexte dans lequel j'ai voulu inscrire cette recherche. Et d'abord, je vais essayer de situer cette ampleur de l'aide occidentale qui est donnée à l'Ukraine. De passer en deuxième partie de ma présentation, à tenter d'essayer d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui explique ces changements ou ce partage inégal dans le temps et dans l'espace de l'aide militaire qui est donnée à l'Ukraine depuis son invasion en 2022. Premier tableau que vous voyez ici, c'est l'aide en termes absolus, donc l'ampleur de l'aide donnée depuis janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2024. Ici, on parle d'environ, c'est en milliards d'euros, on parle d'environ 51 milliards d'euros donnés par les États-Unis, mais 51 milliards d'euros également donnés par l'Europe. Donc, il est faux déjà de penser que les États-Unis, en termes absolus, soutiennent de manière disproportionnée l'Ukraine par rapport à l'Europe. Les chiffres sont clairs. C'est un partage quasi égal à 48,72 par rapport à 48,67 entre l'Europe de manière générale, ce n'est pas l'Union européenne, mais les pays européens de manière générale, et les États-Unis. Et j'ai aussi subdivisé donc, la part relative de cette aide en termes absolus. Le Canada est en moins de 2 de l'aide qui est donnée jusqu'à l'Ukraine, et le pays qui suit les États-Unis, donc en termes de proportion de l'aide absolue, c'est l'Allemagne avec près de 10 suivi du Royaume-Uni et du Danemark. Donc, c'est vraiment les trois grands pays donateurs en termes de quantité d'aide qui est donnée à l'Ukraine, pour mettre le contexte. Mais, si on le met en termes relatifs, parce que si on veut vraiment examiner le partage du fardeau,
c'est pas juste la quantité d'argent qui est donnée, c'est l'importance que ça a sur l'économie du pays qui l'a donné. Et là, vous voyez que ce graphique-là inverse complètement l'ordre des pays. Ici, les États-Unis arrivent à peu près au milieu du peloton en termes de pourcentage du PIB, à moins de 0,34 de son PIB qui est donné en aide militaire. Bon, je parle d'ailleurs juste de l'aide militaire et non pas de l'aide économique ou de l'aide humanitaire. Ici, les tableaux ne portent que sur l'aide militaire à date du 30 juin 2024. Ce sont plutôt les pays comme l'Estonie, qui a donné jusqu'à présent plus de 2,5 de son PIB en termes d'aide militaire. Donc, c'est peut-être peu en termes absolus, parce que l'Estonie, c'est un tout petit pays par rapport aux États-Unis, mais le coût que ça a réellement pour la population d'Estonie est de loin plus disproportionné que ce que ça coûte aux contribuables américains. Et le deuxième pays, de manière très intéressante, c'est le Danemark. Le Danemark en termes de PIB, mais aussi, on l'a vu dans la diapo précédente, aussi un des pays les plus importants en termes absolus. C'est vraiment le pays européen qui donne à la fois en termes absolus et en termes relatifs le plus. Et on suit ensuite la Suède, qui est aussi dans la même situation. Lituanie, les Pays-Bas, Norvège, puis on continue. Et le Canada arrive au 20e rang ici, tout de suite derrière, toujours derrière la France, donc à 0,15 de son PIB par rapport à d'autres pays. Et le dernier, c'est la Roumanie, qui donne par rapport à cette économie vraiment très, très peu d'aide militaire à l'Ukraine. Ensuite, ce que j'ai tenté de faire, donc en termes absolus, j'ai fait d'abord en termes relatifs, et ensuite, je me suis dit, est-ce que cette aide-là a changé dans le temps? Est-ce que les pays qui donnaient beaucoup d'aide à l'Ukraine dans la première année de la guerre sont les mêmes pays qui donnent beaucoup d'aide militaire à l'Ukraine après? C'est d'évaluer ce partage du temps. Et non, il y a une différence très marquée entre les deux périodes. Ici, en bleu, l'année 2022, de janvier 2022 à janvier 2023, et en rouge, de janvier 2023 à juin 2024. Une aide très, très, très différente. Premièrement, il y a une hausse de 27 de l'aide militaire de manière totale entre les deux périodes. Donc, le soutien s'est accru dans la deuxième année de la guerre par rapport à la première année. Donc, ça, c'est à noter. Et les pays qui étaient les principaux contributeurs au départ, l'Estonie et la Lettonie en particulier, qui se démarquaient en pourcentage du PIB, sont pas tout à fait restés les mêmes. L'Estonie est restée, et là, est à 1,67 de son PIB dans la deuxième partie. Donc, l'Estonie, c'est un des alliés les plus fiables dans le temps. Celui qui soutient l'Ukraine dès le début et en pourcentage très élevé de son PIB. Mais le Danemark, c'est de manière significativement plus élevée ici qu'on peut voir dans la deuxième année. Le Danemark n'était pas prêt à aider l'Ukraine au début de la guerre, mais a vraiment rehaussé son aide dans la deuxième année de la guerre et les mois qui s'en sont suivis. On est autour de 2 ans et demi à peu près maintenant dans le conflit. Tandis que d'autres pays font mieux aussi. La France était à 0,04 de son PIB dans la première année et à 0,16 du PIB dans la deuxième. Donc, l'effet que Laurent pourra discuter dans le prochain panel sur l'effet Macron se fait clairement ressentir dans les chiffres. Il y a une variation énorme entre l'aide française par rapport à son PIB entre la première et la deuxième année. Le Canada, lui, en comparaison, est resté relativement similairement, donc à 0,07 en première année et 0,08 dans la deuxième année. Donc, faible, mais constamment faible à travers les deux périodes étudiées. Donc, voici un peu le contexte pour essayer de voir qui donne quoi. Et ensuite, la prochaine étape, c'est est-ce que ce soutien-là va continuer à croître? Donc, 2022 était moins que 2023-2024, donc on va dire que 2025 va être encore plus grand. Au contraire. Ce qui s'est négocié au sommet de Washington l'année dernière, c'était la quantité d'aide, le paquet d'aide que les pays membres de l'OTAN veulent donner en l'année 2026. On parle d'environ 40 milliards d'euros, 43 milliards de dollars américains. Et l'idée qui a été discutée à Washington, c'est que cette enveloppe-là serait partagée de manière proportionnelle au PIB de chacun des États membres de l'OTAN. Alors, ce que vous voyez ici, c'est combien ça coûterait en 2025. Donc, la colonne orange, pour chaque pays, en termes de milliards d'euros, l'année prochaine, d'aide militaire, s'il y a une répartition réellement équitable par PIB par pays. Et pour faire le contraste, j'ai calculé en moyenne combien ce pays-là a donné dans la première et deuxième année d'aide à l'Ukraine pour voir est-ce que l'engagement 2025 va être plus grand, égal ou moindre à ce qui était donné jusqu'à présent. Et les chiffres sont très, le graphique est très clair. L'aide qui a été promise à l'Ukraine en 2025 va être radicalement plus faible pour presque la totalité des pays membres de l'OTAN l'année prochaine que ce qui est donné cette année. Les États-Unis, ici, je ne vois pas le chiffre, malheureusement, Laurent, je crois que c'est autour de 30 milliards, 32 milliards d'euros qui est donné. On tombe à 20 milliards. Donc,
gagné de 12 milliards de plus chez les États-Unis seulement. À l'Allemagne, on parle d'un manque à gagner d'environ 4 milliards de dollars. Le Canada, il y a une différence de 1 milliard de dollars qui serait moins en 2025. Et il y a seulement pour des pays qui contribuaient vraiment très peu jusqu'à présent que ça signifierait une hausse. On parle de la France, qui passait de 2,35 à 2,58 milliards en 2025, et l'Italie, qui donne presque rien, 0,74 en moyenne depuis 2 ans, qui passait à 1,84 milliards. Donc, pour ces deux pays-là, ça serait une hausse, mais pour le reste, ce serait une baisse. Donc, on peut penser que le soutien prévu à l'Ukraine pour 2025 va être de loin inférieur à celui qui est donné jusqu'à présent. Et un dernier, pour donner un peu de contexte encore, c'est quand on regarde, ben, c'est bien beau l'aide, mais elle va où? Ici, vous voyez la répartition qui est faite par l'Institut Kiel de la proportion des stocks d'armes lourdes que possèdent les alliés de l'Ukraine, ses partenaires militaires, par rapport à ce qui est donné donc à l'Ukraine. Et on voit que la Norvège, les Pays-Bas et le Danemark sont en particulier des pays qui ont donné énormément de leur stock militaire parce qu'ils ont fait le choix de se départir d'équipements militaires immédiatement pour aider l'Ukraine et recapitaliser leurs forces armées pour essayer d'avoir des stocks nouveaux et des équipements plus modernes pour faire face éventuellement à d'autres menaces militaires, alors que d'autres pays comme le Canada ont donné presque rien de ce qu'ils ont. Et en plus, le Canada, ben, on sait, il n'y a aucun plan de récapitalisation des chars d'assaut, de l'artillerie, qui sont toujours des projets à explorer dans le gouvernement de défense canadien. Donc, deuxième partie de l'intervention. Donc, ici, j'ai fait des données descriptives, mais là, j'essaie de comprendre pourquoi. Quels sont les déterminants de cette aide-là? Et bien sûr, pour le faire, il faut diviser les périodes temporelles. Parce que les déterminants de l'aide en première année vont être différents des déterminants de l'aide en deuxième année, parce qu'il y a une variation dans le temps, dans l'espace, mais il y a aussi une variation de qui donne de l'argent. Ici, donc, je n'irai pas dans toutes mes variables dépendantes, indépendantes, pardon, et je n'irai pas non plus dans comment je les mesurer, parce qu'on n'a pas le temps de cette présentation. Mais j'attire votre attention déjà, pour ceux qui ne savent pas lire un tableau de régression, je l'ai mis en jaune, ce qui est important. Déjà, c'est plus facile. Et je vais entourer en rouge, ce qui est vraiment important de ce qui est en jaune. Et donc, je m'attends à ces deux éléments-là. Ce qui est intéressant, c'est que le principal déterminant de l'aide en 2022, de manière individuelle, c'est la perception des menaces. C'est-à-dire, on a analysé les documents de sécurité nationale de tous les pays, les 32 pays qui ont donné de l'aide à l'Ukraine, et on a examiné comment ils qualifiaient la Russie avant l'invasion. Donc, les documents de 2021. Est-ce qu'ils disaient que la Russie c'est une menace ou un dialogue, il fallait faire la coopération, etc. Et ceux qui percevaient la Russie comme une menace avant l'invasion sont ceux qui sont les plus enclins à donner de l'aide. Et les pays où le pouvoir législatif est très important, donc où les députés ont beaucoup de pouvoir dans donner des armes à un pays étranger, c'est aussi un facteur qui va prédisposer ce pays-là à donner de l'aide militaire à l'Ukraine. Tandis que si on regarde dans la deuxième année du conflit, donc 2023 jusqu'à juin 2024, ce n'est pas tout à fait les mêmes déterminants. Ce n'est qu'en deuxième année que la proximité géographique devient un déterminant clé. Pas avant. Ce n'était pas un facteur déterminant et prédictif du niveau d'aide qui va être donné à l'Ukraine. Et ensuite, l'autonomie de l'exécutif, c'est-à-dire les pouvoirs législatifs qui sont donnés en matière d'armes, tout ça, c'est constant. Peu importe c'est quand, si les députés ont beaucoup de pouvoir, il y a une prédisposition de ce pays à donner de l'aide. Et dans la deuxième année, contrairement à la première, l'alignement diplomatique que ces pays-là ont eu avec la Russie et avec les États-Unis, on les a mis en spectre et on a dit, ben, est-ce qu'ils vont être à peu près comme la Russie ou ils vont être à peu près comme les États-Unis? Et on voit que ça aussi, c'est un indicateur qu'il y a un alignement diplomatique et militaire dans la politique étrangère des pays, ce qui est tout à fait intuitif. Et est-ce que j'ai le temps de continuer? Oui. Le deuxième modèle théorique que j'ai fait, au-delà d'une régression dans un autre papier, c'est une analyse comparative multifactorielle qui essaie d'examiner l'impact conjoncturel de différentes variables. Donc, essayer plutôt en termes méthodologiques, plutôt essayer de voir l'impact d'une cause sur l'effet, de regarder la combinaison de facteurs, qu'est-ce que ça peut mener en termes d'aide militaire. Donc, comment ça se produit? Notre modèle permet d'expliquer 9 des 12 principaux donateurs d'aide militaire à l'Ukraine, donc qui sont dans la en haut à droite. Donc, ça, c'est simplement pour dire que ce qu'on a fait est bon, est valide, et sa théorie fonctionne. Il n'y a que 2 pays déviants, c'est-à-dire le Canada et la Finlande, qui, selon notre modèle, auraient dû donner beaucoup plus que ce qu'ils ont. Et ce que ça donne comme cause, c'est qu'il y a 3 principaux chemins causaux, ou mécanismes causaux, qui déterminent le niveau d'aide qui sont donnés dans la première année. Si j'ai oublié de le dire, je n'ai utilisé jusqu'à présent l'analyse comparative multifactorielle que dans du conflit. Il y a 3 modèles causaux.
Un pays qui dépense beaucoup en termes d'opérations et en termes également d'équipement va être prédisposé s'il est proche de la Russie à donner de l'aide. C'est très, très intuitif. Ça explique en partie notamment les pays comme la Norvège ou les États-Unis de donner de l'aide à l'Ukraine. Les pays exportateurs d'armes qui sont proches de la Russie et qui ont défini la Russie comme une menace dans leur document de 2021, aussi extrêmement prédictifs de son aide, et les pays qui sont des exportateurs d'armes, qui sont proches de la Russie et dont les pouvoirs législatifs sont élevés, comme dans le modèle de régression, c'est également des déterminants de l'aide importants pour expliquer la variation du choix. Ce qui fait que, ce que je constate, premièrement, il y a un partage très inégal dans le temps et dans l'espace, que des grands profiteurs, essentiellement, donc des free riders de la guerre en Ukraine, qui sont l'Italie et l'Espagne, qui donnent de loin en dessin. Il y a des alliés réellement fiables de l'Ukraine, qui sont l'Estonie et le Royaume-Uni, dans le temps et dans l'ampleur de leur aide, et des alliés ambivalents où le niveau d'aide varie grandement et où il y a beaucoup d'incertitudes sur leur soutien, les États-Unis, l'Allemagne et la France. Je retiens également qu'en 2025, ce sera beaucoup plus difficile pour l'Ukraine parce qu'elle aura beaucoup moins d'aide qu'elle a jusqu'à présent. Et dans les prédicteurs, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des éléments idéologiques, il y a à la fois des éléments diplomatiques, des éléments géographiques. Donc, c'est à la fois une question de capacité, à la fois une question de perception et des éléments fixes comme la géographie qui sont des bons prédicteurs de l'aide militaire qui sont donnés à l'Ukraine. Ce qui fait que, de mon sens, ce qu'on doit déduire de ceci, c'est que c'est notre travail à nous, universitaires, qui se soucions du sort ukrainien pour la sécurité et l'architecture de sécurité européenne à l'avenir et pour les Ukrainiens eux-mêmes, de tenter de mieux expliquer la menace posée d'une défaite ukrainienne pour infléchir les perceptions et les capacités, parce qu'on ne peut pas changer la position géographique d'un pays, assurément, mais ce qu'on peut changer, c'est sa perception de la menace russe, surtout en termes de potentielle défaite ou guerre qui se prolonge énormément dans le temps, en 2025-2026 ou dans les années suivantes. Et si on est capable de mieux expliquer ça aux populations et au gouvernement, je pense qu'il y a une plus grande prédictibilité ou une plus grande influence que ça peut avoir sur le niveau d'aide militaire qui va être octroyé à l'Ukraine dans les prochaines années. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste. Merci. Voilà. Je vais enlever. Voilà. Je vais juste d'emblée mettre. Bien, merci beaucoup, Justin, pour cette première intervention. J'aurais rapidement après une première question sur comment justement tu fais pour mieux expliquer auprès de la population le risque de menace en cas de défaite. Ça intéressé d'entendre tes pistes. Mais avant d'aborder ça, donc, je vais laisser la parole à Alexander Lanochka, qui est professeur agrégé dans le département de sciences politiques de l'Université de Waterloo. Il est chargé de recherche au Conseil de géostratégie et à l'Institut Macdonald-Laurier, ainsi que professeur invité au Collège d'Europe à Natolin en Pologne. Professeur donc Alexander Lanochka qui mène principalement ses recherches sur la coopération sécuritaire et la politique de la défense avec une spécialisation régionale en particulier sur l'Europe. Merci beaucoup. Si je peux avoir. Oui. Alors, bonjour. Ma présentation n'a pas de granularité de catégoriser celle de Justin. Je prends une perspective de 30 000 pieds. C'est des questions de l'OTAN, surtout dans l'Est. La question qui m'intéresse est la suivante. Dans quelle mesure l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a-t-elle eu un impact sur les stratégies de défense des pays de l'OTAN le long du flanc oriental? Je soutiens que l'invasion en 2022 n'a pas précipité un changement majeur dans les stratégies de défense de ces pays-là. Ils considéraient depuis longtemps la Russie comme une menace extérieure la plus persistante et la plus dangereuse. Depuis 2014 au moins, ils ont pris des mesures pour améliorer leur sécurité en augmentant le budget de défense, en transformant leurs forces armées et en renforçant leurs liens avec d'autres armées de l'OTAN plus éloignées à l'ouest. Donc, les décisions prises lors des sommets de l'OTAN depuis 2022 ont renforcé les tendances plus anciennes
qui se sont amorcés à la suite des événements de 2014. Toutefois, je veux souligner aussi que les armées de la région ont tiré d'importantes leçons sur la valeur des fortifications, la production de munitions et la guerre électronique dont on a parlé avant. Donc, je veux décrire ces trois tendances préexistantes et ces trois leçons tirées. La première tendance est l'augmentation des dépenses de défense sur l'ensemble du flanc oriental de l'OTAN, c'est-à-dire la partie de l'Alliance qui se tend de la rive nord-est de la mer Baltique à la rive occidentale de la mer Noire. Le tableau ici rencontre les dépenses de défense des membres de l'OTAN entre 2014 et 2023. Et on peut voir qu'au cours de cette période, les dépenses de défense ont augmenté d'environ 21% dans l'ensemble d'Alliance. Si l'on exclut les États-Unis, ce pourcentage double pour atteindre 42%. Les dépenses de défense de ces membres du flanc oriental ont augmenté de 172%. Sans surprise, l'augmentation la plus forte en pourcentage d'une année sur l'autre a eu lieu entre 2022 et 2023. La deuxième tendance concerne les efforts déployés par les pays du flanc oriental pour transformer ou récapitaliser leurs forces armées. Bien que beaucoup de ces pays aient été membres de l'OTAN pendant au moins une décennie, avant que la Russie déstabilise l'Ukraine en 2014, ils n'ont pas entrepris une modernisation significative de leurs propres plateformes en conservant leur équipement soviétique. Après 2014, plusieurs pays se sont lancés dans un processus de recapitalisation majeur. Je pense que la Pologne représente le meilleur exemple. Avant 2022, son réarmement comprenait déjà l'achat de F-35, la construction de 3 frégates, le développement de systèmes intégrés anti-aériens et anti-missiles. Alors, depuis 2022, le gouvernement polonais a redoublé de ses efforts. Par ailleurs, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont entrepris une recapitalisation similaire. Tout comme la Hongrie et la Slovaquie, sont des pays généralement considérés, à juste titre, comme étant politiquement favorables à la Russie ou bien défavorables aux États-Unis. Ils ont aussi investi beaucoup d'argent dans leur militaire. La troisième tendance concerne les liens croissants entre les membres de l'OTAN à l'intérieur du flanc oriental lui-même, ainsi qu'entre les armées du flanc oriental elles-mêmes. Ils ont élargi leurs liens de défense afin de répartir les risques et d'améliorer l'interopérabilité. La présence avancée que l'OTAN a annoncée au sommet de Varsovie en 2016 est peut-être la forme la plus concrète de cette coopération-là. Ces bataillons multinationaux assuraient une présence avancée en rotation en Pologne et dans les Pays-Bas. En 2022, d'autres groupements tactiques multinationaux ont été formés ailleurs en Europe centrale et du sud-est. Et puis en sommet de Madrid aussi en 2022, l'OTAN a décidé d'atteindre ces groupements tactiques au niveau des brigades. Par ailleurs, de plus en plus de membres de l'OTAN le long du flanc oriental entreprennent des projets communs, surtout après 2022. L'Estonie et la Lettonie ont entrepris des investissements conjoints dans la défense côtière ainsi que dans la défense aérienne. La Lituanie et la Pologne venaient d'annoncer leur intention d'améliorer leur coopération dans le domaine de l'industrie de la défense aussi.
Mais il y a des changements, c'est sûr. La guerre a généré des leçons que les institutions de défense nationale ainsi que l'OTAN dans son ensemble ont tirées. Il y en a trois que nous pouvons identifier comme marquant un changement par rapport à la planification de la défense. Je pense qu'une leçon concerne l'importance des fortifications. Alors, nous savons que l'OTAN favorise une posture de défense active qui envisage d'arrêter les forces russes à la frontière. Et en adaptant cette défense active, l'OTAN a évité une posture de l'élasticité de défense qui troque l'espace contre le temps, permettant aux forces ennemies de gagner du territoire au risque de trop éteindre leur ligne d'approvisionnement et de s'exposer à des contre-attaques. Certains des premiers succès en fait, de l'Ukraine en 2022 avaient cet élément-là. Pourtant, les atrocités qui accompagnent l'occupation militaire russe, comme à Butcha, par exemple, ont validé la nécessité politique d'une défense active. Alors, la guerre montre bien la valeur des fortifications. Par exemple, la contre-offensive très médiatisée en 2023 a échoué parce que le génie de l'armée russe a eu le temps de créer un réseau d'instruments minés de lignes de tranchées. Alors, au début de cette année, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont annoncé la création de la ligne de défense BALT, Baltic Defense Line en anglais. Et c'est une ligne qui prévoit la construction d'un vaste réseau de bunkers près de leur frontière avec la Russie. La Pologne, pour sa part, a annoncé un bouclier oriental, Tachov Sud, qui intégrerait des systèmes d'alerte précoce, des structures contre la mobilité, ainsi que des systèmes de guerre électronique qui peuvent contrer les drones ennemis. La deuxième leçon concerne la question des missions. L'Ukraine a parfois été confrontée à de graves déficits, ce qui l'a obligé à innover en utilisant de petits drones capables de livrer des explosifs. L'industrie de défense bulgare produit régulièrement des munitions destinées à l'Ukraine. La Lituanie et Rheinmetall, en Allemagne, ont signé une lettre d'intention en avril 2024 pour la construction d'une usine de munitions de 155 mm. La Pologne veut également développer sa capacité à produire des obus d'artillerie de 155 mm à partir de zéro, parce qu'il n'y a aucune infrastructure en Pologne. La troisième leçon porte sur le spectre électromagnétique et la guerre électronique. Bien que la Russie n'ait pas été en mesure d'exploiter les avantages qu'elle aurait eu vis-à-vis de l'Ukraine, ses capacités de guerre électronique ont posé des vrais problèmes aux forces armées ukrainiennes. Les munitions fournies par l'Occident se seraient éloignées de leur cible en raison du brillage par les unités de guerre électronique russes. Alors, les militaires de l'OTAN comprennent mieux la nécessité de réfléchir clairement à l'optimisation et la sauvegarde de la connectivité sur le champ de bataille, que ce soit entre les unités nationales, les services militaires, les domaines ou les plateformes elles-mêmes. En effet, en 2023, l'OTAN a approuvé l'adoption d'opérations multidomaines, multidomain operations, qui envisagent la poursuite orchestrée et simultanée d'activités militaires dans les domaines terrestres, maritimes, aériens, spatial et cybernétiques dans le cadre de sa stratégie militaire. Donc, c'est-à-dire en conclusion, les membres de l'OTAN sur le flanc oriental ont redoublé d'efforts pour améliorer leur propre posture de défense et recueillent des leçons de ce qu'il faut faire pour améliorer leur marge de succès au cas où la situation sécuritaire se détériorerait davantage au cours de cette décennie.
Après tout, il y a toujours risque ou perception de désengagement des États-Unis, surtout si Donald Trump regagne la présidence en novembre. Donc, leurs efforts ne garantissent rien, mais ils peuvent mitiger le pire scénario. Ok. Merci beaucoup, Alexander. Merci surtout aussi d'avoir respecté le temps. On est plus apprécié le temps, tu vois, que toi, Justin. Bon point pour Alexander. Sur ce, je vais laisser maintenant, je vais juste d'abord enlever le page. Je vais donc maintenant pouvoir laisser la parole à Chantal Lavallée, qui est professeure agrégée en études internationales et directrice du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle est également senior researcher au Peace Research Institute Oslo, engagée dans le projet de recherche EGRAS sur l'Integration of Drone in the Norwegian and European Airspace, dirigé par Bruno Oliveira Martins et financé par le Research Council of Norway. Elle détient un doctorat en sciences politiques de l'UQAM et a été récipiendaire d'une bourse postdoctorale Marie Sklodowska-Curie de l'UE à donc l'Institut for European Study de la, alors désolé pour mon néerlandais, Vrije Université de Bruxelles. J'espère que je n'ai pas trop massacré le néerlandais. Et je te laisse donner la parole. Est-ce que tu as une parole dans ce moment? Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Justin Massé, pour l'invitation. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Caméra, groupe, puis essayer d'alterner entre les deux. Très heureuse d'être avec vous pour compléter peut-être ce tour d'horizon d'un point de vue européen, plus spécifiquement du soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Ce que je voudrais préciser d'entrée de jeu, c'est d'avoir en tête que je veux parler du soutien militaire, mais que l'Union européenne offre un soutien vaste qui s'inscrit dans la durée par défaut parce qu'on parle d'évidemment de soutien politique, diplomatique, mais humanitaire, financier, économique. Quand je dis financier, économique, ça fait allusion des instruments européens, donc qui s'inscrivent dans un financement sur plusieurs années. Qui soutiennent aussi en termes de recherche, de connectivité, de soutien sur les questions d'énergie. Donc, on est dans plusieurs domaines qui ont une perspective dans le long terme. Puis je le répète, pour justement, si on anticipe un départ, un retrait des Américains, c'est à nuancer parce qu'il y a donc un soutien sur plusieurs facettes. Aussi, un soutien à ne pas sous-estimer, qui est d'avoir considéré l'Ukraine comme un pays candidat à l'intégration européenne. Mais en juin de cette année, donc en juin 2024, des négociations qui ont commencé, qui montrent le sérieux, parce qu'on avait pu questionner le choix de l'Union européenne d'accepter un candidat en guerre, en situation aussi fragile, précaire, même dans une situation qui aurait été, même avant la guerre, questionnable. D'un point de vue des critères classiques établis pour l'adhésion à l'Union européenne. Donc, des négociations qui ont commencé en juin et qui s'accompagnent donc de plusieurs mesures d'accompagnement, de soutien à l'Ukraine au niveau des réformes et autres. Également, protection temporaire des Ukrainiens qui permet un accès avec un titre de séjour, un accès à l'éducation, aux soins de santé, donc qui touche à ces vagues. Puis je pense que c'est bien de le souligner pour compléter le portrait d'aujourd'hui. On parle beaucoup d'un soutien militaire, mais de soutenir une population aussi à plus long terme. Et important de souligner également, et c'est ce qui avait été souvent souligné quand on comparait l'Union européenne et les États-Unis, l'Union européenne est rendue au 14e paquet de sanctions face à la Russie. Après, on peut toujours questionner si l'efficacité des sanctions et ce matin, on avait avec le premier panel aussi tous les contournements possibles, mais il n'empêche qu'il y a un engagement qui continue et qui est répété à chaque année. Et finalement, et non le moindre, et celui dont je vais m'attarder pour la présentation, évidemment, le soutien militaire, qui est un soutien sans précédent. L'Union européenne qui a levé beaucoup de tabous en soutenant militairement un pays en guerre. Et donc, on crée un précédent, on est sur quand même un cas particulier parce que l'agression russe a créé un effet catalyseur. Évidemment, le fait que tout le projet européen se basait sur l'idée de paix, d'éviter le retour de la guerre sur le continent, donc d'avoir la guerre aux portes de l'Europe, créer l'effet psychologique qui peut-être manquait pour stimuler la mise en place d'une défense européenne digne de ce nom. Et il faut savoir donc que dès mars 2022, c'était discuté depuis plusieurs années, mais le ton donné à la boussole stratégique qui guide l'action en matière de sécurité et de défense de l'Union européenne, un ton beaucoup plus
disons, de décider dans l'action immédiate, de mettre en œuvre. Beaucoup des initiatives qui y sont proposées ont été mises en œuvre de façon quand même assez impressionnante dans un temps record, qui montre l'engagement voulu. Pour la présentation, j'ai voulu orienter mon point, donc déjà questionner si on anticipe ou on conçoit un retrait américain, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union européenne? Je pense que c'est important d'avoir en tête tout ce que l'agression russe a provoqué en Europe. Et je le vois comme une dynamique, un effet un mécanisme qui a été enclenché et qui, à mon avis, cette dynamique-là est pas prête de s'arrêter. Il y a un mouvement qui est en cours que je vais analyser dans le temps que j'ai, mais de quand même rappeler que si on parle de défense, évidemment, dans le contexte de l'Union européenne, ça a toujours été la chasse gardée des États membres et en partie, ça le demeure. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle nationale, il y a des changements majeurs en termes de stratégie de défense que je vais souligner dans un moment. Au niveau de l'Union européenne, la sécurité et la défense a toujours été d'un domaine intergouvernemental où les États ont un peu la clé des décisions à prendre, mais on voit un engagement accru au niveau de l'Union européenne avec une série d'initiatives. Et mon troisième point, ça va être de souligner, pour répondre à la question qui m'avait été demandée de considérer, euh, dans un risque potentiel d'un désengagement américain, est-ce que cette dynamique enclenchée, ce mouvement est susceptible de s'arrêter, voire de reculer? Sans avoir un grand argumentaire, l'impression, sans pouvoir prédire l'avenir, c'est que cette dynamique-là est tellement euh, impressionnante à bien des égards qu'il va être dur de l'arrêter, mais il y a des grains dans l'engrenage que je vais souligner qui sont à surveiller, qui pourraient éventuellement ralentir la cadence. Sans peut-être complètement arrêter beaucoup d'initiatives très ambitieuses que l'Union européenne a mis en place. Donc, rapidement, au niveau national, ça a déjà été souligné par mes collègues, mais évidemment, on voit une grande transformation, même dans certains pays, assez rapide au niveau de la politique, les stratégies de défense. À commencer, évidemment, par, vous mentionnez au niveau de l'OTAN, le flanc Est, mais tous les pays, donc, frontaliers à l'Est, les pays de l'Union européenne qui sont directement à la frontière, on a vu rapidement, si ce n'était pas le cas, donc, ramener le service militaire obligatoire, mais le signe le plus tangible, ça a été de vite augmenter les budgets de défense, bien au-delà du 2 dont on parle beaucoup au Canada, mais en Europe, c'est même plus, c'est pas un plafond, c'est plutôt le plancher pour aller vers des mesures conséquentes. Et je suis pas arrivée avec des chiffres très détaillés parce que ce qu'on dit, c'est un bond spectaculaire où on parle de la plus forte augmentation depuis la fin de la guerre froide. Une augmentation donc qui s'est généralisée dans la majorité des pays de l'Union européenne d'augmenter les budgets de défense. Mais ce qui est le plus marqué, puis pourquoi avoir à répéter ce que mes collègues ont dit, je vais plutôt mettre l'accent sur des changements de stratégie de certains des États que vous connaissez tous, mais je le rappelle pour qu'on les entête dans la discussion. Évidemment, Suède, Finlande, comme vous le savez, ont revu leur statut de neutralité, leur positionnement en Europe, mais surtout ont intégré l'OTAN, ce qui renforce aussi ce qui augmente le nombre de pays de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN à cet égard et qui donc, aussi change leur approche par rapport à l'Ukraine et à la situation dans une perspective à long terme. C'est un peu sur quoi je veux inciter, c'est que beaucoup d'éléments sont mis en place dans une perspective à long terme qui risque dans un risque d'engagement américain, pas complètement effacer toute la transformation en cours dans l'Union européenne. Le Danemark, on en a moins parlé à l'extérieur de l'Union européenne, mais le Danemark, membre de l'OTAN, a toujours été plus réticent au sein de l'Union européenne de s'engager dans des initiatives de sécurité de défense et avait une clause de dérogation pour les questions de défense, dont ne faisait partie d'aucune initiative de la politique de sécurité de défense commune, aucune des missions, ce qui a vite été corrigé. Dès juin, on fait un référendum qui est majoritairement pour une intégration complète. Donc, le Danemark devient aussi très enthousiaste dans les initiatives pour renforcer une défense européenne. Et finalement, l'Allemagne, dernier pays non le moindre que je voulais souligner, comme vous le savez, l'Allemagne a aussi rapidement annoncé d'aller en direction du 2 mais de vite l'atteindre avec un engagement de 100 milliards sur 5 ans qui peut être nuancé en termes réels sur les capacités sur le terrain. Mais ce qui est intéressant, quand je veux souligner dans ma présentation
des engagements qui s'inscrivent dans la durée, le long terme, c'est que l'Allemagne a adopté une nouvelle stratégie de sécurité et de défense en juin 2023, il y a un an. C'était la première stratégie depuis 1949 et on fait tomber beaucoup de tabous, beaucoup de blocages au sein du système allemand pour permettre une action plus accomplie, plus assumée en défense européenne. Donc, je m'arrête pour le survol national, mais ce qu'on voit, c'est des changements dans le sens d'une défense accrue, plus de moyens à disposition, mais aussi en coordination, en cohérence pour transposer à l'échelle européenne où j'arrive maintenant. Sans vous nommer toutes les initiatives européennes mentionnées, vous avez tous entendu parler de la Facilité européenne pour la paix, qui est l'instrument principal où les États ont quand même un contrôle important, qui permet le transfert d'armement, l'aide militaire et qui a permis cette révolution de passer par du financement européen pour soutenir militairement l'Ukraine. Et un instrument qui ne s'est que consolidé, renforcé depuis avec des sommes très importante consacrée à ce transfert d'équipements militaires à l'Ukraine, incluant aussi une mission d'assistance militaire de formation pour l'armée ukrainienne. Ce que je veux mentionner comme initiative, je vous épargne la soupe d'acronymes européens, mais on parle de mettre en place de renforcer l'industrie européenne de défense au niveau des moyens d'acquisition conjoints pour permettre un meilleur achat conjoint pour combler les lacunes, mais aussi combler rapidement qu'on transfère l'aide militaire à l'Ukraine, de vite prévoir des achats conjoints. L'instrument de soutien à la production de munitions qui a été débattu longtemps, qui a été accepté, qui permet donc de reconstruire les stocks et éventuellement d'envoyer les munitions en Ukraine. La boussole stratégique qui également dit haut et fort et surligné de renforcer la coopération avec l'OTAN. On le mentionnait, donc l'OTAN déjà très concrètement engagée, mais cette coopération avec l'Union européenne est importante. On les a souvent posés, on a souvent questionné coopération, compétition, alors qu'on est rendu à une troisième déclaration stratégique qui arrive en janvier 2023 et qui confirme le besoin de renforcer cette coopération-là dans des nouveaux secteurs essentiels justement pour soutenir l'Ukraine. J'arrive à mon dernier point, si je encore quelques minutes. Donc, on voit renforcement au niveau national en termes de contribution financière au budget de la défense, soutien dans des initiatives de l'Union européenne où on coordonne mieux l'aide des différents États membres face à l'Ukraine et on donne les moyens aussi aux États membres de pouvoir soutenir militairement, soutenir cette aide dans le temps avec des instruments qui vont assurer le financement, donc le remplacement des stocks, le renouvellement. Troisième point, oui, poursuite du soutien à l'Ukraine, parce que comme j'ai voulu le montrer, on s'inscrit dans plusieurs initiatives dans le temps. Et on est toujours un moment charnière dans l'Union européenne, avec le renouvellement du collège déjà de la présidente de la Commission européenne, du renouvellement du Parlement européen et autres. Ce qui nous dit que cette tendance-là d'un renforcement d'un soutien à l'Ukraine, encore plus s'il y a un risque de désengagement américain, c'est qu'on voit Ursula von der Leyen qui a vu son mandat renouvelé comme présidente de la Commission européenne. La défense européenne, le soutien à l'Ukraine, c'est une de ses trois priorités majeures avec la nomination d'un commissaire défense qui pourrait être encore plus en mesure de structurer l'aide aux États. Ce que je veux mentionner, peut-être en réaction, tout en complément de ce que Justin mentionnait, c'est que la nouvelle haute représentante des affaires étrangères qui prendra le relais de Borrell en novembre, c'est Kaja, je ne sais pas si je dis son nom comme il faut, Kallas, qui est la première ministre estonienne, en fait, qui était la première ministre estonienne. Donc, on voit, ça confirme aussi cette impression, l'Estonie qui veut jouer un rôle engagé, parce qu'elle a même démissionné de son poste de première ministre. Elle a été choisie par ses collègues des chefs d'État et États membres de l'Union européenne pour être la prochaine haute représentante. Mais elle était en poste depuis 2021, puis elle avait des positions convaincue de soutien à l'Ukraine et très critique face à la Russie. Et elle a donc démissionné de ses fonctions pour éventuellement, donc en novembre, prendre le relais de Borrell. Également, un renforcement du soutien avec un fonds d'assistance à l'Ukraine qui est renouvelé et qui fait partie des priorités là, du nouveau personnel qui s'en vient à l'Union européenne. Quand je parlais des grains dans l'engrenage, puis je terminerai avec ce point-là, c'est sans pouvoir prévoir l'avenir, ce qu'on voit quand même venir, c'est le renouvellement des représentants européens, tous favorables à un soutien à l'Ukraine, donc qui vont
confirmer, poursuivre la mise en œuvre de ces instruments, des outils mis en place pour soutenir l'Ukraine. Mais par exemple, on voit pour le fameux instrument Facilité pour la paix, qui permet de rembourser donc l'aide militaire des États membres. En juillet-août, des discussions très difficiles parce qu'on a vu, entre autres, la Hongrie avec Orban bloquer, mettre son veto sur la décision. Et Orban, comme vous le savez, donc, donc la Hongrie qui est à la tête, qui est en charge de la présidence du Conseil de l'Union européenne, quelle a été sa première visite officielle en juillet, était d'aller, déjà il est allé en Ukraine, heureusement avant, mais il est allé en Russie avec une grande ambiguïté. Poutine s'en est fait un grand plaisir de dire qu'il rencontre le représentant de l'Union européenne alors que la présidence du Conseil de l'Union européenne n'a plus le mandat de représenter l'Union européenne et dans ce cas-ci n'avait surtout pas la légitimité de le faire, ce qui a été ouvertement dénoncé par von der Leyen, Charles-Philippe Michel au Conseil européen et Borrell qui lui répète constamment cette grosse bourde. Mais donc, on voit ce veto hongrois répété avec aussi une ambiguïté de la position hongroise, une ambiguïté, parfois elle est assez évidente, d'un soutien à la Russie. Ce qui m'amène à, quand je parle des graines en engrenage, c'est comme vous le savez, la montée d'extrême droite en Europe, on la voit venir depuis bien longtemps. Mais avec les élections européennes de juin, on a vu qu'elle se confirme, cette tendance, avec encore tout récemment, la semaine dernière en Allemagne, dans la région, au niveau des élections régionales, donc des Länder allemands, à Thuringe et en Saxe. À Thuringe, le parti AfD est arrivé vainqueur aux élections de Thuringe et à Saxe en deuxième. Pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit cette montée de droite arriver dans des positions au pouvoir dans certaines régions. Ça inquiète, on a vu en France. Suite aux élections européennes, Macron qui lance les élections et on a vu le Rassemblement national en deuxième position au premier tour, puis après une chose se diluer dans la masse. En Autriche, avec le FPO, le Parti de la liberté autrichienne, on voit une montée importante avec les élections européennes et on s'attend, il y a une crainte à l'automne, c'est les élections autrichiennes et l'opposition est en bonne partie de se rapprocher encore plus du pouvoir. Donc, ça soulève des inquiétudes parce que la plupart de ces pays, même s'il y a des exceptions de ces partis d'extrême droite, sont anti-élite, anti-système et ont une position très ambiguë face à la Russie, ne la considèrent pas nécessairement comme un agresseur, encore moins l'Ukraine comme la victime. Il y a une grande ambiguïté du narratif pour revenir aux présentations de ce matin, avec des nuances. Il y a les Pays-Bas où on a vu les élections de la victoire de Geert Wilders à la tête du parti d'extrême droite, qui dans sa coalition ont été obligés de nommer Scholz comme premier ministre, qui est beaucoup plus modéré. Donc, tout le monde a pu respirer un peu en Europe, au sein de l'Union européenne, parce que dans son discours d'annonce d'ouverture, il a rappelé son soutien à l'Ukraine et a été très ferme face à la Russie. Mais c'est un peu l'exception des partis de droite, qui fait dire que les instruments, la volonté à l'échelle européenne pour l'instant sont alignés pour un soutien à l'Ukraine, mais que la montée d'extrême droite qui se rapproche des positions de pouvoir pourrait justement compliquer les choses. Merci, je m'arrête. Il n'y a pas de souci. Bien, merci beaucoup tous les trois pour vos présentations. Très intéressantes, enrichissantes. Avant de passer la parole aux participants et aux questions, peut-être j'aurais deux questions rapides pour vous. Enfin, rapides oui et non, parce que bon, je ne pense pas que la réponse puisse être rapide. Mais un peu piège, c'est pour aborder évidemment, on pourrait dire, l'éléphant dans la pièce qui s'en vient en novembre prochain. Vous avez tous les trois parlé du soutien, de ce que font soit tous les alliés, soit l'Union européenne, soit certains alliés sur le plan oriental. Qu'en est-il, qu'en serait-il de leur positionnement selon les résultats aux élections présidentielles américaines qu'on pourrait, a priori, je dirais rapidement définir en 4 scénarios, une victoire complète démocrate, une victoire complète républicaine, donc quand une victoire complète, c'est à chaque fois donc présidence et Sénat et Chambre, ou deux situations intermédiaires, c'est-à-dire une situation qui serait un petit peu l'équivalent de celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire statu quo, blocage, c'est-à-dire vous aurez une division, ou aussi une situation où on aurait en fait une répétition du 6 janvier, c'est-à-dire blocage ou victoire, mais avec contestation dans la rue assez violente. Quel impact ça pourrait avoir? Et peut-être un peu un accent de faire écho à ce qu'on parlait ce matin, quel serait l'impact du soutien si jamais il y avait une autre crise qui débarquait au même moment? Je pense par exemple à Taïwan. Si dans janvier prochain, on avait justement des mouvements chinois, comment réagirait chacun donc, des partenaires des alliés par rapport au soutien à l'Ukraine?
Juste un peu une réponse courte sur cette question facile. Oui, mais d'abord, ce que je dois dire, c'est que je dois excuser l'absence de deux collègues panélistes qui étaient prévus être sur ce panel pour le compléter, pour justement avoir cette perspective-là. Maude Kessar et Frédéric Gagnon, qui, pour des raisons familiales, ont dû se retirer. Et je suis désolé donc de leur absence. Et Frédéric aurait été vraiment la personne à qui j'aurais adressé cette question-là. C'est ce qu'il devait nous expliquer, expert sur la politique américaine, ce que je ne suis pas. Mais on peut quand même inférer des prises de position publiques des élus républicains et démocrates, et avec le débat aussi qui a eu lieu récemment, le 10 septembre dernier, donc il y a 2 jours seulement, 3 jours, pardon, seulement dernier, quelles seraient ces positions-là? Et malheureusement, si vous avez écouté le débat comme moi, on est resté sur notre faim, nous qui apprécions les questions internationales, ce n'était pas des programmes clairs, mais en même temps, aucun des candidats sur aucun autre enjeu a eu des positions claires, sauf sur l'avortement peut-être, et sur l'immigration, des enjeux les plus saillants. Donc, c'est naturel, on ne veut pas aller trop dans le détail pour ne pas se peinturer dans le coin. Mais ce qu'on peut penser de Harris, c'est qu'elle aurait probablement une position plus encline à soutenir l'Ukraine que l'administration Biden, qu'elle ait fait partie. C'est ce que certains proches de son conseiller disent. Mais quel serait son pouvoir si elle était élue? Combien de démocrates et de républicains centristes seraient élus au Congrès, au Sénat pour passer des paquets budgétaires? Ça, c'est hautement incertain. Et je suis pas assez expert pour voir quelle serait cette dynamique-là. Donc, c'est parce qu'il faut plus qu'une présidence. On l'a vu avec Biden, avec un blocage pendant 6 mois d'aide. C'est surtout, donc, dans les législateurs que ce serait important. Et ici, à la fois les démocrates et les républicains sont divisés. Ce n'est pas une division, à mon sens, autant entre démocrates et républicains qu'au sein de ces deux partis, dans les franges de gauche et dans les franges de droite de chacun qui tire de deux côtés. Donc, c'est plus les centristes dans les deux partis qui peuvent s'unir autour de ces questions-là, parce que dans les extrêmes, ils se retrouvent en étant moins enclins à soutenir l'Ukraine, en disant il faut s'occuper de chez nous avant de s'occuper des autres. Alors, ça, c'est pour lui. Et pour Trump, ben, c'est celui qu'on caricature, je pense, le plus sa position. Parce que, premièrement, ce qu'il a fait dans le débat, c'est de dire moi, je ne connais pas le projet 2025, je me dis ceci, ceci. Alors, ce que le projet 2025 dit, c'est qu'il y aurait une cessation totale de l'aide à l'Ukraine pour se concentrer dans un scénario de contingence d'évasion de Taïwan où les États-Unis pourraient être appelés à le faire. Est-ce qu'il s'en dissocie vraiment? C'est difficile à dire. Il veut mettre fin à la guerre en 24 heures. La question, elle peut être double. Est-ce que c'est d'aller voir Poutine en disant, ben voilà, fais ce que tu veux à l'Ukraine et je m'en fiche? Est-ce qu'il est capable de le faire dans la mesure où, vous l'avez vu dans la présentation tantôt, la moitié de l'aide vient de l'Europe. Donc, ce soutien-là ne va pas juste disparaître parce que le président a décidé d'arrêter de soutenir l'Ukraine. D'un autre côté, il pourrait tout à fait avoir une position inverse qui serait tout à fait en phase avec sa position, c'est-à-dire d'arriver voir Poutine en disant ou bien on s'assoit en négociation, on règle ça tout de suite, ou bien il n'y a plus de limite sur l'aide que les États-Unis donnent à l'Ukraine. C'est terminé. Il pourrait avoir cette position-là, mais son parti ne le suivrait pas. Alors, il y a aussi ensuite des divisions au sein du Parti républicain. Moi, c'est comme ça que je vois les choses dans cet avenir-là, hautement incertain, parce qu'on ne connaît pas autant les positions des membres législateurs et des candidats présidentiels. Mais je peux faire l'écho ce que Justin vient de dire. Je pense qu'un autre aspect, c'est la question de ceux qui succèdent à Jake Sullivan comme conseiller à la sécurité nationale. Il est détesté en Ukraine pour être trop craintif, trop prudent par rapport au risque perçu de l'escalation. Donc, il y a un certain espoir en Ukraine que Harris nommerait quelqu'un qui n'a pas les mêmes tendances que Jake Sullivan. Pour moi, c'est la question la plus intéressante. Moi, je vais prendre la question, mais sur mon champ d'expertise, vraiment du point de vue de l'Union européenne. Je pense que les Européens se préparent dans le cas, le scénario qui est évidemment leur dernier souhaité, qui est le retour de Trump. Ils ont déjà survécu un premier mandat de Trump et un mandat qui a été déterminant dans la relance de la défense européenne parce que beaucoup des initiatives qui ont été mises en place suite à l'invasion russe de l'Ukraine avaient été discutées pendant la présidence Trump qui met la pression sur le 2 % l'OTAN. Donc, l'augmentation des budgets commence déjà avant quand même l'Ukraine, mais la pression, le risque de perdre le soutien américain avec des discours très durs de Trump
à cet égard. La motivation pour les Européens de mieux concevoir le scénario où le soutien américain n'est plus automatique. Et à rajouter, évidemment, dans la même période du Trumpisme, il y a aussi le Brexit qui avait rajouté la pression. Donc, deux facteurs qui avaient stimulé déjà des initiatives extrêmement ambitieuses qui ont été mises en place avec l'élément catalyseur que j'ai mentionné, évidemment, qui est la guerre en Ukraine. Ce qui pourrait être comme scénario, encore là, le pire des scénarios pour les Européens, voir le retour de Trump, ce qu'on voit déjà avec le nouveau gouvernement travailler sur le Royaume-Uni, un ton beaucoup plus coopératif. Donc, le Royaume-Uni, déjà, il y avait la communauté politique européenne, si vous en avez entendu parler, qui s'est rencontrée à Londres en juin et qui a été l'occasion, en fait, de relance des discussions, mais on voit un gouvernement britannique beaucoup plus en train de coopérer sur la défense européenne, de se rapprocher de l'Union européenne sans y revenir, mais de voir où les coopérations sont possibles, d'admettre que sans les Américains, ça va être difficile parce que la production, la capacité est pas la même, mais une volonté de renforcer leur coopération. Je voyais même la Suisse qui est en train, il y a un document qui circule, après, c'est pas officiel, mais il y a un document qui est approuvé par le gouvernement, voulu par le gouvernement, qui dit que la Suisse conçoit même maintenant pouvoir aussi accéder au financement européen, à une défense européenne, à une coopération en matière, pardon, de défense européenne. Donc, moi, l'impact que je verrais selon les élections, si Trump revient, ça risque de stimuler encore plus cette volonté d'une défense européenne. Et pourquoi? Parce que c'est le retour d'une menace imminente. Puis j'avais mon exemple crucial que je n'ai pas mentionné, mais comme vous le savez, il y a de plus en plus de drones qui tombent de l'autre côté de la frontière. Donc, on a vu encore le 7 septembre, ce qui était la fin de semaine passée, 7 et 8 septembre, des drones de fabrication iranienne qui sont des débris qui sont tombés en Roumanie et en Lettonie. En Roumanie, ça fait déjà plusieurs incidents, pas qu'avec des drones, hein, on a vu aussi des obus, des restants un peu. Puis, le discours officiel en Lettonie, en Roumanie, c'est de dire ça ne devait pas être volontaire, mais on sait très bien que de plus en plus, il y a une impression que peut-être qu'il y a une provocation accrue qui se fait sans pouvoir en être sûr. Mais donc, cette crainte-là, de plus en plus d'une attaque, en fait, qui pourrait subvenir, donc amène les pays d'Europe de l'Est de solliciter plus l'OTAN, mais avec un discours plus ferme au sein de l'Union européenne, de mieux préparer la protection, l'espace aérien, la protection aérienne, mais aussi territoriale. C'est ce que je verrais d'un retour de Trump, l'impact des élections. Merci à tous les trois. Je vais ouvrir la période des questions. Et peut-être commencer par 3 questions, comme ça vous aurez pas à répondre. Oui. Je me demandais si en fait, sur le plan des pertes humaines et matérielles, on est passé le point de non-retour. On n'est plus au 20 février 2022. Si on regarde des sources plus ou moins officielles, mais confirmées un peu du côté américain, il y aurait au moins 1 million de morts et blessés graves du côté des Ukrainiens. Et même le président de la Russie admet qu'il y a, pour 5 Ukrainiens décédés, il y a un Russe mort ou blessé grave. Donc, on est déjà passé à un grand nombre de personnes décédées. À part le côté matériel, d'un autre côté, vous avez l'avancée des Russes se fait par la destruction complète de la plupart des villages et des villes. Ça coûte de l'argent. Également, dans le reste de l'Ukraine, destruction de centrales hydroélectriques, production d'énergie, de tout. Il n'y a pas que du militaire, il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. Donc, même s'il y aurait comme 200 milliards et plus d'actifs russes qui ont été bloqués, la reconstruction, quand on va sortir les chiffres, c'est plusieurs centaines de milliards, même 1 trillion de dollars sont considérés l'ensemble de l'Ukraine. Et l'Allemagne a dit récemment, on coupe l'aide de moitié, c'est le ministre des Finances qui l'a dit à chose. On coupe l'aide de moitié. Puis là, l'Allemagne a dit, on va prendre l'aide des fonds russes qui ont été saisis. Et la Russie a déjà dit, nous considérerions alors que c'est un casus belli en droit international. Donc, ça vient de franchir une étape. Et je passe sous silence le fait que les Storm Shadow pourraient bientôt être acceptés pour être lancés avec des F-16 au-dessus de Moscou. Donc là, quand est-ce que ça va s'arrêter? 1 trillion de dommages. Bon, le point de non-retour, c'est vous n'allez quand même pas verser dans l'argent à l'Ukraine. On doit prendre le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine. Cet argent est à nous.
Ou bien, là, l'OTAN se précipite sur l'Ukraine, puis là, vraiment, on est dans ce qu'on ne voulait pas avoir. Donc, je me demandais, avec ce point de non-retour, on n'est plus dans la dynamique de on veut un État neutre, vous pouvez participer à l'Union européenne, ça ne me dérange pas, mais participez pas à l'OTAN parce que vous ne pouvez pas avoir des bombes nucléaires à 2, 3, 5 minutes de Moscou. Au début, c'était simple. Maintenant, j'ai comme l'impression que ce n'est plus simple du tout. Et où est la solution lorsqu'on est franchi le point de non-retour? Une question, deux autres questions? Il y en a? C'est une question. Oui. Mais il y avait d'autres questions? Je vais en ajouter une pour Ok. mes collègues européanistes, Oui. si je peux me permettre. Genre, Parce que dans les préparations que vous voyez dans le développement et la transformation et l'adaptation des stratégies européennes, c'est très intéressant. Les programmes d'acquisition conjointe, les programmes de production de munitions. Une chose que vous avez omis tous les deux, probablement parce que l'information est difficilement visible, mais je veux vous poser là-dessus. Vous savez que dans les nouveaux plans de la défense de l'OTAN, il y a cette ambition d'avoir 500 000 troupes mobilisables à relativement court terme, plus rapide que dans le passé et un plus haut niveau de volume de masse que c'était dans les plans de défense dans le passé. Mais je ne vois dans aucune politique de défense nationale des moyens ou des stratégies mises en place pour mobiliser leur proportion de troupes équivalente à leur partie du 500 000 otaniens. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Dans les politiques nationales, est-ce que vous voyez dans les États que vous avez examinés européens une volonté d'avoir cette masse de personnes et non pas juste une masse de munitions ou d'obus dans les plans de défense? Et sinon, ben, qu'est-ce que ça nous dit de la crédibilité de ce plan de défense de l'OTAN? Je peux poser, mais j'avais une question Oui, oui, aussi non, mais pour Justin. question. C'est ça, ça paraît. Mais après, je vais répondre promis. J'ai trouvé hyper intéressant ton tableau avec tous les chiffres. Ça aide, mais moi, je suis toujours un peu perdue dans les montants à faire. Donc, je trouve ça génial que tu arrives à faire un visuel pour l'aide militaire. Juste prendre le Canada. Je ne sais pas combien de fois Justin Trudeau dit oh, on va augmenter de 80 millions, on est dans les chiffres des fois démesurés. Il me semble qu'il y a 2 ans, on a promis un truc qu'on n'a même pas, nous, dans l'armée et tout, mais qui n'est même pas en commande ou qui est en commande. Mais ma question, c'est, est-ce que tes chiffres, c'est des montants absolus? Comment on peut savoir l'année prochaine si on a promis quelque chose l'année passée qui a été commandé et qui va être prêt l'année prochaine? Est-ce que le fait que les montants diminuent veut nécessairement dire que l'aide concrète va diminuer parce qu'il y a tellement de promesses? Moi, la première, j'en parle le fil, qui vont peut-être, les livraisons d'armement vont peut-être arriver toute l'année prochaine en même temps si les commandes ont été passées tout en même temps. Est-ce que c'est le calcul qui est fait aussi, de dire on va se calmer sur les montants promis, puis on va peut-être livrer ce qu'on a promis? Mais je peux répondre à la question posée par Justin. Comme tu le sais, la décision de mobiliser des soldats reste avec les gouvernements nationaux et plus dépend sur de leur volonté. Je pense qu'il y a certains pays qui mettent en place la mobilisation, inclus la Pologne et les Pays-Bas. Mais c'est vrai que l'Alliance parle plus de ces chiffres-là, que c'est pas vraiment content center, on peut dire. En tout cas, je pense que la conversation, cette conversation nécessite une conversation que nous avons déjà eue il y a quelques ans, mais c'était peu silencieux, arrêté durant la durant l'invasion à la grande échelle, et c'est la question sur la mobilité. Ça revient. Parce on peut mobiliser 500 000 soldats, mais s'ils ne peuvent pas entrer dans la Pologne, parce qu'il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de chemin de fer, donc ça ne sert à rien. Donc, pour s'adresser au premier principe, je pense que c'est mieux d'avoir cette conversation-là parce que c'est vraiment un sujet très important. Parce qu'ils sont plus capables. Ils n'ont pas de temps pour traverser des rivières. Euh, mais il y a quand même une conversation dans certains pays, comme la Pologne, pour mobiliser même 300 000 personnes. Mais je pense que ces chiffres sont un peu difficiles à... Ce qui m'amène à répondre par la bande, mais en prenant la rondelle
Et disons, bon, mais en fait, il y a un des grands projets phares de l'Union européenne dans les PESCO, c'est la mobilité militaire. Ouais. Peut-être en voyant ça comme première étape avant de promettre une mobilisation, qui même à l'échelle européenne, ils ont du mal. Ça fait au moins 15 ans qu'ils essaient de planifier des mobilisations, puis on est dans des chiffres qui n'ont jamais pu se concrétiser. Mais le grand projet phare de l'Union européenne qui est en lien, en coordination du moins avec l'OTAN, mais il y a un accord avec le Canada, avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, la Norvège sur les mobilités militaires pour justement permettre les mouvements sur le territoire, mais encore plus dans la perspective avec la guerre en Ukraine, les mouvements militaires sur le sol. Donc, faciliter réduire les obstacles aux déplacements, puis permettre de faciliter au niveau des infrastructures. Mais Ben Hodges, qui était l'ancien SACEUR, Supreme Allied Commander d'Europe, et tu dirais que c'est une question pas résolue au sein de l'Europe. Il a même écrit un rapport il y a quelques ans, mais rien n'a changé. Mais par contre, il parle de plus en plus du poids de certains équipements. Ce n'est pas le cas avant. Il pense au poids maintenant parce que ça influence la mobilité, surtout au travers des obstacles naturels. Oui, donc si je prends la balle au bon avant de répondre moi-même à la question, je pense que le cas auquel tu fais référence, c'est l'Allemagne, d'ailleurs, qui interdit sur ses autoroutes des véhicules d'un certain poids, qui exclut les chars d'assaut. Et c'est difficile d'aller en Pologne sans passer par l'Allemagne, si vous partez de l'Espagne. Donc, c'est sûr que ça prend ceci. Un autre, pendant ça, moi, je pensais que vous iriez dans la direction. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de dire, au niveau de l'OTAN, on fait des plans, mais ça sera un plan, comme un bout de papier qu'on peut faire, mais qui n'est pas mis en œuvre parce que les États ne veulent pas le faire, et qu'on mise toujours sur la question que j'avais ce matin, sur cette idée que l'on pourrait battre la Russie sur la supériorité technologique plutôt que sur la masse. Que la masse est une question de pays qui ne sont pas aussi développés que nous, avec les guillemets, que les Russes utilisent la chair à canon pour prendre quelques kilomètres à chaque jour en Ukraine, au prix incroyable de la vie humaine, que M. faisait référence tout à l'heure aussi, un coût qu'on n'a jamais vu depuis 1945, et que, dans un point de vue occidental, ben, la vie humaine étant beaucoup plus prisée, et parce que ben, il y a des élections, c'est vrai, ça fait en sorte qu'au contraire, on ne veut pas vraiment aller dans cette direction. On n'a pas une réelle volonté. On va miser sur les F-22 américains ou les F-35 possiblement, s'ils peuvent fonctionner un jour, pour gagner une guerre, plutôt que sur la quantité de soldats qu'on m'envoie avec des fusils prendre 2-3 km par jour. Si moi, je peux répondre à la question donc, de Chantal, dans les chiffres que j'ai présentés, il y avait, je ne l'ai peut-être pas assez clairement souligné, certains chiffres qui étaient les engagements et certains chiffres qui étaient les alloués. Donc, dans les montants au début, en termes absolus, c'était les montants alloués. Donc, c'est vraiment l'argent qui a été reçu dans les coffres. En fait, c'est des équipements militaires dont la valeur a été estimée par l'Institut Kiel en Allemagne, et c'est des équipements qui sont présentement sur le champ de bataille, qui ont été livrés aux autorités ukrainiennes. Il y a dans les pourcentages relatifs que j'ai donnés, que ce soit la moyenne annuelle et l'engagement avec l'OTAN de 2025, ça, c'est des engagements, c'est des montants engagés. Donc, par exemple, l'argent que le Canada a engagé, c'est les promesses de l'année dernière de Trudeau qui ne sont toujours pas matérialisées. Donc, ça inclut ce système de défense antiaérienne qui est en production possible. On l'attend éventuellement en Ukraine depuis maintenant plus de 20 mois. Ça est déjà inclus. Donc, c'est une baisse par rapport à ce qui a été engagé, pas par rapport à ce qui a été alloué. Ce qui veut dire qu'il faudrait d'abord épuiser la liste de ce qu'on a promis avant de passer à de nouvelles promesses. Et tu as raison de souligner que c'est difficile de suivre parce que les gouvernements ont toujours intérêt à faire deux choses. Premièrement, à faire des annonces avec des chiffres mirobolants parce que c'est sur les 30 prochaines années. Comme quand le Canada dit « je vais investir X nombre de dizaines de milliards de dollars, mais d'ici 2049, et on dit ben oui, d'accord, vous allez être dans 20 prochains gouvernements. » Donc ça, c'est facile, le chiffre paraît très bien. Quand on regarde les chiffres de la politique de défense du Canada, c'est une coupure cette année. C'est ça qui est annoncé. Concrètement, on coupe dans les budgets aujourd'hui, mais dans les 4 gouvernements plus tard, il y aura peut-être de l'aide. On verra. Et l'autre chose qu'ils font, c'est de réannoncer la même chose plusieurs fois. Ce qui fait que c'est très mélangeant. Parce qu'on annonce 20 millions, ensuite on annonce 10 millions et on annonce 30 millions, mais c'était toujours le même 20 qui est juste réalloué.
Alors, c'est ça qui fait que on doit se fier à des sources comparables, crédibles, comme l'Institut Kiel, qui fait un travail exemplaire et de transparence, où chacun des montants est associé à un lien où on peut aller trouver l'information primaire. Ce n'est pas juste des gens qui mettent le doigt dans l'air et estiment un peu combien d'argent a été donné à l'Ukraine ou engagé, c'est vraiment fiable. Et c'est sur cette base-là, dans toute crédibilité, qu'on peut s'attendre à une baisse de l'aide dans ce qui est promis. Encore plus, donc, si on prend en considération ce qui a été alloué. J'ai une question pour Justin. Qu'est-ce qui explique la différence entre l'Estonie et le Finlande? Parce qu'ils sont dans le même... C'est Ouais. toi le spécialiste de l'Europe de l'Est et tu poses-moi la question. C'est intéressant parce que tu nommes Tout à fait. le cas de Finlande comme un cas d'évian, mais Oui. ils sont dans le même coin de l'Europe. Ils partagent Oui. une histoire d'être occupés par la Russie. Ils parlent une langue dans la même famille linguistique, ouvrique. Ils, ils- Oui. J'ai une hypothèse, mais ils pas de sont réponse. menacés Ouais. par la Russie. Exactement. Moi, je pense qu'elle est là, la clé. Mais C'est que les mon deux sont hypothèse. menacés. Mais comment ça explique une C'est version? que la Lettonie ou l'Estonie ou la Lituanie sont menacées de leur existence parce que leur capacité à résister à un assaut rapide russe est inexistante, mais se fient aux autres pour assurer leur défense. Avec les bataillons multinationaux qui vont devenir des brigades éventuellement, avec la police aérienne de l'OTAN, avec le renforcement à partir de la Norvège ou des États-Unis qui pourrait suivre une tentative d'invasion, alors que la Finlande, jusqu'à très récemment, son plan de défense était elle, seule pour se battre, seule contre un agresseur externe. Ce qui n'était pas du tout la même logique des plans de défense des Pays-Bas depuis leur adhésion au sein de l'OTAN depuis 20 ans. La Finlande, elle, tout récemment, elle doit s'intégrer au plan de défense de l'OTAN. Donc, et on voit une différence dans l'aide aussi de la Suède et de la Finlande, beaucoup plus grande depuis qu'ils sont membres de l'OTAN qu'avant. Parce qu'avant, l'argent devait rester chez eux pour se défendre chez elles. Et donc, moi, je pense que la Finlande est très réticente à envoyer d'équipements militaires en Ukraine en se disant, ben, si j'en ai besoin maintenant chez moi pour défendre mon propre territoire en Mais cas l'Estonie est d'invasion. beaucoup plus exposée. Oui, mais l'Estonie se dit, de toute façon, peu importe combien j'investis, je vais perdre la guerre. Ce qu'il faut, c'est des troupes américaines sur mon sol, ou canadiennes, ou italiennes, ou françaises, et c'est eux qui vont dissuader une agression. Ce n'est pas la même logique de défense, elle est basée sur la dissuasion par représailles, alors que la Finlande, c'est la dissuasion par déni. C'est cette idée que les Finlandais espèrent être capables d'eux-mêmes de stopper une agression russe, ce que les Estoniens n'ont aucun espoir, et avec raison. C'est pour ça que la Finlande s'explique plus comme cas d'évian que le Canada, qui est le deuxième cas d'évian. Lui n'a pas de raison de dire je vais garder mes équipements militaires chez moi en cas d'une agression russe, parce que les chars d'assaut canadiens, ça n'a aucune utilité. Parce que l'armée canadienne est surtout sollicitée pour aider les autorités civiles en cas d'inondation et de catastrophe naturelle. Aucun char d'assaut sera nécessaire pour faire face aux feux de forêt en Colombie-Britannique. Alors, à quoi bon avoir des chars d'assaut au Canada? Moi, je trouve ça complètement irrationnel de vouloir les garder et de ne pas les déployer face au seul ennemi où le Canada pourrait utiliser des chars d'assaut, la Russie. Parce que dans une guerre pour Taïwan, les chars d'assaut canadiens vont être aussi d'aucune utilité ou dans un autre conflit prévisible. Ça, c'est un vrai cas d'évian qui est dû davantage à un manque de volonté politique, beaucoup plus que des considérations, je pourrais dire, géostratégiques ou géopolitiques réelles et peut-être sincères de la Finlande pour se défendre elle-même. Il y a des questions? Je peux en poser certaines pour vous. Ben, je vais poser juste, peut-être pour un peu te titiller, Chantal, est-ce que tu penses pas, parce que comme dans ton au début de ton intervention, tu parlais justement de la enfin, plus officiellement, si on appelle ça la politique du voisinage de l'UE, mais par exemple de ce qu'a fait l'UE vis-à-vis de ses plans par rapport à l'Ukraine, justement d'adhésion, etc. Il y a aussi tout le volet actuel par rapport à la Géorgie et à la Moldavie. Est-ce que là, il n'y a pas quand même de la part de l'UE par rapport à ces questions-là, qui va être un peu provocant, mais un soutien inconsidéré? Je m'explique de la manière suivante, c'est que on parle par exemple du fait qu'on veut que l'UE souhaite que la Moldavie ou la Géorgie deviennent membres de l'Union européenne. C'est très bien, mais actuellement, la Géorgie, il y a de avoir des élections prochainement, il y a un pouvoir actuellement pro-russe qui est très fort. C'est un territoire quand même qui est enclavé. Dans les faits, la capacité des Européens à envoyer des troupes sur place est proche de zéro. En même la Moldavie qui est à côté avec l'armée russe qui est en Transnistrie, quand bien même il y a une brigade désormais de l'OTAN en Roumanie dirigée par les Français justement, probabilité qu'elle soit engagée en Moldavie si jamais il y a les troupes russes qui s'engagent quasiment une. Donc, est-ce qu'il n'y a pas
un peu une politique inconsidérée de la part de l'UE de s'engager vis-à-vis de ce pays-là. Pareil vis-à-vis de l'Arménie actuellement, puisque l'Arménie, justement, vu le fait qu'elle a été abandonnée par la Russie, commence à regarder. En même temps, l'Arménie est encore plus enclavée que la Géorgie. Encore une fois, les Européens ne pourraient rien faire, sauf à vraiment ces idées d'un coup d'être vraiment militariste, ils ne vont jamais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de leur part? Un peu semblable, parce que certains, ça a été oublié maintenant, enfin, parce que bon, parce que c'était à pas aussi un peu du narratif pro-russe. Beaucoup disaient que lors de l'invasion en 2014, c'était dû justement au projet de partenariat avec l'UE. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu à nouveau la même erreur de calcul qui est faite où on s'engage pour des pays où, dans les faits, on ne va jamais les soutenir, enfin les Européens en tout cas, ne vont jamais les soutenir militairement. Donc, il y a cette question-là. Et peut-être plus en lien avec tous les plans de l'OTAN qui ont été évoqués, aussi bien par toi, Justin, que par toi, Alexandre, est-ce qu'il n'y a pas, malheureusement, parce que c'est pas très joyeux comme il y penser, mais à un moment donné, il n'y a pas aussi des plans de l'OTAN qui sont développés par rapport à Kaliningrad? Parce que dans le cas où, là, actuellement, en Estonie, ils construisent des fortifications, des bunkers et tout, donc ça veut dire on se place quand même dans une optique où il y a une tentative d'invasion. Une tentative d'invasion, ça veut dire aussi il faut amener justement aussi le soutien. Il y a le problème, comment on fait traverser les chars, mais il y a aussi le fait qu'il y a un coin, enfin, il y a sur le flanc, il y a une entité russe qu'il va falloir traiter. Pas forcément envahir, mais au moins isoler si jamais on venait là. Donc, est-ce que l'OTAN n'a pas déjà des plans pour ça, va devoir pas les développer? Parce qu'encore une fois, dans le cadre d'une poussée militaire, quand on a comme ça sur son flanc, on est exposé, bah, ça complique la situation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des réflexions qui sont menées par rapport à ça? Et en lien avec ça, est-ce que de la part des pays orientaux, enfin, plutôt central, orientaux, est-ce qu'il n'y a pas aussi, tu as très bien évoqué le fait qu'il n'y avait pas vraiment de changement de leur part suite à l'invasion, parce qu'on avait pour eux, c'était déjà une menace, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, parce que je n'ai pas cette impression, peut-être à tort, pas eu de leur part peut-être pour l'instant pas de tentative de plus s'imposer au sein des institutions européennes transatlantiques, dans le sens où ils se sont beaucoup plaints pendant des années, à juste titre, qu'ils étaient ignorés par les autres, que toutes leurs préoccupations étaient balayées, etc. Pour autant, là, quand on voit la dernière nomination, surtout à l'OTAN, excepté Kaja Kallas, justement, bah, tout ce qui est européen, d'Europe centrale ou orientale, ils n'ont pas eu de poste. Enfin, c'est Marc Rutte qui a été nommé comme nouveau secrétaire général. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un manque de mordant peut-être de leur part actuellement, ou est-ce qu'ils jouent ça sur d'autres postes? Donc, bon, je vous laisse. OK, je regarde combien de temps. Super question. Ben, en fait, ta question touche un des enjeux sous-estimés par l'Union européenne. La politique européenne de voisinage a toujours été considérée comme, en fait, une alternative ou une autre option offerte aux pays voisins à l'intégration, l'adhésion à l'Union européenne. Jusqu'à un certain point, ça fonctionnait avec certains pays de l'Afrique du Nord, entre autres, où un des critères pour adhérer à l'Union européenne, c'est d'être un État européen. Mais même si le Maroc s'est déjà essayé à plusieurs reprises, mais c'est dur d'être un pays africain puis de pouvoir prétendre avoir au moins par défaut le statut d'être État européen. Ce qui n'est pas le cas de la Géorgie, Moldavie, des partenaires comme l'Ukraine, qui, eux, ont toujours attendu beaucoup plus de l'Union européenne. Donc, ta question, elle a plusieurs facettes, mais je comprends, si je comprends bien ta question, c'était à savoir si l'Union européenne a toujours été prête à soutenir militairement tous ces acteurs. La réponse, c'est évidemment non. La politique européenne de voisinage, c'est un instrument financier qui est géré par la Commission européenne, qui a peut-être sous-estimé, volontairement ou pas, tout l'aspect géostratégique d'une politique où tu joues dans la chasse gardée d'une puissance comme la Russie, qui, elle, a toujours bien compris les risques potentiels de jouer dans sa cour. Ce qui a semblé sous-estimer l'Union européenne. Donc, quand, justement, en 2014, quand même un point de départ important dans toute l'histoire, l'Union européenne est quand même concernée parce que tout part d'un accord économique qu'on doit ratifier. Au gouvernement, donc en Ukraine à l'époque, je ne vais pas dire son nom parce que j'ai peur de me tromper, mais décide par allégeance nouvellement retrouvée avec la Russie de ne pas ratifier, ce qui crée le mouvement de la réaction en chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que, puis j'avais le but de faire un clin d'œil à la présentation de ce matin sur l'Union économique eurasiatique, c'est que c'est devenu cette espèce de lutte géostratégique entre la Russie et l'Union européenne pour tous les pays que tu as nommés, donc avec la Géorgie, avec l'Arménie même, l'Arménie qui va changer, puis c'est ce qui arrive. En fait, ça précède la crise en Ukraine, si je ne me trompe pas, c'est que l'Arménie décide de revenir sur sa décision.
Puis l'Ukraine dit, ben, nous, on fait pareil aussi. Donc, il y a une espèce de marchandage qui est fait entre Poutine et tous ces États qui sont en train de se rallier de façon, dans une perspective, en tout cas du moins moyen terme, avec l'Union européenne. Puis cette lutte-là, elle se poursuit parce qu'il y a des changements de gouvernement, puis il y a une espèce d'alternance qui fait que même des pays comme la Moldavie, si je ne me trompe pas, c'est un gouvernement quand même pro-européen au début de la guerre. Puis je connaissais d'ailleurs le premier ministre qui avait été un chercheur, c'est lui, et tu sais, qui était très tourné vers l'Union européenne avec un grand besoin d'aide à cause de la Transnistrie, tout ça, mais qui se retrouve dans une situation interne compliquée où justement le lien indéfectible avec l'Union européenne est fragilisé, il y a tout le jeu derrière. Donc, la réponse courte aurait été de dire que l'Union européenne n'a jamais considéré soutenir militairement aucun des partenaires, que déjà l'Union européenne a accepté de reconnaître le statut de candidat, puis même de commencer les négociations en juin. C'est une révolution, on est avec un pays en guerre, puis qui était même avant la guerre, je l'ai dit rapidement, pas vraiment en mesure de remplir les critères d'adhésion, puis d'être capable juste concrètement de faire les réformes, parce que on ne s'en cachera pas, maintenant on est tous solidaires à l'Ukraine, mais il y avait d'énormes problèmes de corruption avant dans le système, donc de penser même avant la guerre que l'Ukraine pouvait prétendre un pays candidat, puis je pense que c'est tout ça l'enjeu. Cette politique-là devait éviter d'avoir à intégrer tous les pays du voisinage. Et surtout, je termine sur ça, mais on dit souvent que la politique d'élargissement ou de voisinage, c'est les outils les plus originaux en politique étrangère pour finalement transformer les voisins, mais sans l'utilisation militaire. Fait que ça n'a jamais été même dans l'ADN de la politique de voisinage, ni celle de l'élargissement, de penser à avoir utilisé l'outil militaire pour coopérer avec les voisins. Je pense que l'Union européenne, un wake-up call qui est très difficile, c'est qu'ils s'en rendent compte maintenant parce que maintenant, on soutient militairement un pays en guerre à qui on promet même l'intégration. Donc, il y a eu un saut qualitatif en 2 ans et demi assez phénoménal. C'était une longue réponse, mais c'est une question compliquée quand même. Moi, je suis désolé, je ne connais pas les plans par rapport à Kaliningrad. J'aurais pensé qu'Alexander était dans les secrets du secrétaire général. Ça, on parle, franchement. Mais il y a des blagues sur le site web. Disons que ça doit être Karlovets ou Kulovets ou n'importe quoi. Mais c'est vulnérable, surtout maintenant parce que toutes les unités russes sont déployées en Ukraine. Mais c'est ça. Mais est-ce que Donc, ça aide à l'OTAN dans le sens que c'est moins exigeant de renforcer le flanc oriental parce que les unités russes n'existent plus ou bien elles sont déployées en Ukraine. Mais tout le monde dans la région sait que ça prend beaucoup de temps de générer capacité militaire, donc il faut investir maintenant pour en profiter dans 5 à 10 ans. C'est ça, moi, je terminerai là-dessus. C'est qu'on sous-estime le fait que les débats les plus difficiles de l'OTAN sont à venir et ne sont pas maintenant. C'est suite à l'issue de la guerre en Ukraine que les demandes et les pressions sur l'OTAN pour le flanc Est vont être encore plus importantes. Parce que tant que l'armée russe est engagée en Ukraine à perdre des milliers de soldats à toutes les semaines, le poids de l'exigence de défendre la Lettonie est bien plus faible. Parce que pourquoi la Russie attaquerait la Lettonie aujourd'hui alors qu'elle a de la misère à prendre Pokrovsk? On n'est pas là. Mais il y aura un jour une fin de conflit. Comme dans toute guerre se termine. On ne sait pas quelle sera la frontière, mais il y aura une partition. De penser que l'Ukraine va être complètement libérée ou complètement occupée est farfelu, compte tenu de la situation actuelle. Donc, il y aura une partition quelque part. Quand cette partition-là aura lieu, la pression pour renforcer, que ce soit l'Ukraine elle-même en paix en cas d'une future agression, d'une part, les autres États fragiles dans la région, Géorgie, Moldavie, s'ils étaient pro-occidentaux avec des besoins, pourraient être accrus, et la pression des membres de l'OTAN, de la Roumanie jusqu'à la Finlande, tout le flanc Est, va être aussi plus grande en disant, ben là, il y a une reconstruction de l'armée russe qui pourrait prendre 5 ans, peut-être, complètement mobilisée, économie de guerre, agile et adaptée à la réalité de la guerre de haute intensité, ce que l'Occident n'est pas du tout. Et là, la pression d'avoir ces 500 000 troupes disponibles, ces avions de chasse, ces navires, cette logistique, ce renseignement, ces satellites, cette mobilité internationale, oui, en Europe, elle va être extrêmement pressante.
Parce que c'est maintenant. Et le prochain, c'est peut-être nous. C'est plus la guerre actuelle, c'est la guerre à venir. Donc, je pense que là, les pressions sur le gouvernement vont être beaucoup plus grandes, ironiquement, que maintenant, alors que la population pense que c'est maintenant qu'il faut faire les plus grands investissements. Sur ces notes très joyeuses pour l'avenir, on va arrêter le panel maintenant, si ça vous convient. Ben, merci beaucoup tous les trois pour vos excellentes interventions et commentaires. Et vu qu'on a un peu d'avance, je pense qu'on peut dire qu'on se retrouve, donc, puisqu'on a une pause à 40, plutôt 45. On peut le dire 45. 45, bon, parfait, Ouais, comme ça, moi, voilà, tout le On monde va rester peut sur la profiter tranquillement de ça. Très bien. Merci Merci. beaucoup. Donc, à tout à l'heure. Merci.